C'est ça. On les applaudit très fort, on les encourage. Merci. L'espace est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va commencer à se présenter. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Lorraine Maillère. Avant d'arriver chez CoachUp, je travaillais au sein du Lab RH, qui est une association qui fédère plein d'acteurs dans le domaine de l'innovation RH. Donc, plein d'acteurs, notamment de la formation. Et en parallèle du Lab RH, je me suis formée au coaching professionnel. J'ai adoré et j'ai voulu me rapprocher de ce monde-là. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri chez CoachUp. Et au sein de CoachUp, Omar et moi faisons partie du Coaching Lab, le rôle de notre équipe qui est composée de coachs évidemment, de psychologues du travail, de chercheurs aussi en neurosciences. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut regarder ce que fait la recherche en termes de coaching et l'impulser dans nos programmes de coaching d'une part. Et d'autre part, notre rôle, c'est aussi en fonction des enjeux très concrets de nos clients, de se dire comment est-ce qu'on peut construire les programmes de coaching les plus adaptés. Voilà, je te laisse te présenter aussi. Merci beaucoup Lorraine. Bienvenue à toutes et à tous. Un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis Omar Alaoui. Alors moi, pour le coup, avant de rejoindre l'aventure CoachUp, j'étais chez EY. Je faisais du conseil en RH, en accompagnement des organisations de transformation managériale. Mais il me manquait cette petite étincelle en fait dans ma vie. Et pour la trouver, je me suis tourné vers ma mère qui était coach. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et quand elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, l'impact que ça a pu avoir sur elle, sur les gens autour d'elle, je me suis dit, t'as raison, t'as compris la vie en fait. Et donc j'ai décidé de me former au coaching moi aussi, et je suis donc coach depuis maintenant 2 ans, et j'accompagne du coup des individus, en l'occurrence sur des problématiques managériales, etc. Mais je suis également membre du coaching lab de CoachUp avec Lorraine, et qui a très bien expliqué notre rôle. Et n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions, à nous les poser plutôt à la fin. On va garder 10 minutes à la fin de notre présentation pour répondre à toutes vos questions. Et même par la suite, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. Une petite question peut-être, qui a déjà expérimenté le coaching digital? À main levée. Ouais, peu de gens. Ok, super, merci. Du coup, très bien. Ce qu'on vous propose, ça va être dans un premier temps de rappeler ce que c'est que le coaching. Déjà, pour commencer, ce qu'est le coaching digital aussi, et puis après de vous dire quels sont les cas concrets, les cas d'usage concrets dans lesquels le coaching peut être pertinent par rapport aux enjeux des ressources humaines. Voilà. Tout à fait, parce que même si on parle de coaching digital, on parle toujours de coaching, et c'est ce qui va compter. Et pour parler de coaching, on va d'abord parler peut-être de potentiel. Libérer le potentiel. L'objectif derrière, tout accompagnement finalement, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, c'est de libérer le potentiel des individus. Mais le potentiel, ça veut dire quoi? C'est un grand mot, finalement, derrière lequel on met beaucoup de choses. Si on recherche un petit peu les définitions, le potentiel, c'est ce qui existe en puissance, c'est ce qui est projeté, c'est ce que l'on peut atteindre, mais qu'on ne l'a pas encore tout à fait. Et du coup, l'idée derrière, c'est de voir chaque individu, chaque personne, chaque collaborateur, collaboratrice, chaque agent, en tout cas, chaque personne, comme un diamant, d'où le grand diamant que vous voyez là, qui n'est pas encore complètement façonné, complètement modelé, mais qui, en puissance, a tant de choses à offrir, une brillance qu'on va chercher à obtenir. Et c'est justement l'objectif de toutes les modalités d'accompagnement que l'on va chercher à mettre en place, comment façonner, modeler, accompagner et ancrer cette envie de développement dans la durée. Et comment est-ce que l'on fait ça? Il y a plusieurs modalités, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, des workshops, de la thérapie pour régler des problématiques plus profondes et du coaching professionnel. Et c'est justement de ce coaching professionnel qu'on va vous parler aujourd'hui. Effectivement, donc pour définir le coaching professionnel, la définition de CoachUp est la suivante. Ça consiste à établir un partenariat avec des clients pour les aider à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur situation, sur leur contexte et à identifier de nouvelles perspectives, de nouvelles actions qui vont leur permettre de libérer leur potentiel et d'améliorer leur bien-être et leur performance. Le coaching a vraiment un impact sur l'engagement, le bien-être, la performance au sein des organisations. Nous, ce qui est important de vous partager aujourd'hui, c'est le fait qu'à travers le coaching, on va vraiment pouvoir proposer des parcours individualisés aux personnes. Souvent, les directions des ressources humaines, l'enjeu, c'est de se dire on veut développer des choses à très grande échelle, mais on aimerait bien que ce soit un peu plus personnalisé. Le coaching va permettre ça. On va venir travailler vraiment sur ses propres axes de développement, fixer des objectifs de coaching précis qui vont nous permettre d'atteindre un meilleur épanouissement dans l'entreprise, de retrouver peut-être du sens, de développer des compétences, bien sûr, et de développer notre performance. Le coach, ça va être
cette tierce partie qui est neutre et qui va nous permettre d'explorer de nouveaux possibles, de trouver aussi nos propres solutions. Et c'est en ça que ça va vraiment différer d'autres pratiques qu'on a mis ici et qui se distinguent du coaching. Donc le coaching, ce n'est pas du mentoring. Le mentoring, on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui se développent en entreprise et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est plus une posture où le mentor va partager son expérience, son expertise. Le consulting, comme son nom l'indique, l'idée, ça va être vraiment de partager des éléments sur la stratégie, mais vraiment de donner des conseils. Donc on arrive avec des réponses qu'on soumet à l'organisation. La formation, alors traditionnellement, ça a pu être une transmission assez descendante avec une posture du formateur qui va partager son savoir. Évidemment, et on est sur Learning Technology aujourd'hui, il y a plein de nouvelles modalités de la formation et c'est super. On reviendra aussi là-dessus, sur la complémentarité entre formation et coaching. Et c'est pas non plus de la thérapie. Donc on va pas venir explorer les origines du problème, donc des problèmes que peuvent avoir les participants. Donc on n'est pas sur le pourquoi, mais plutôt sur le comment. Donc vraiment essayer de se centrer sur aujourd'hui et de se projeter vers le futur. Alors le coaching, ça a un peu évolué. On a essayé de vous faire, c'est un peu schématique, mais quand même les grandes étapes. Dans les années 80, si on se faisait coacher, globalement, c'était « Oh là là, est-ce que je vais me faire virer parce que là, on m'envoie en coaching », c'était un peu le dernier recours. Et donc, on passe vraiment d'une vision qui était un peu curative du coaching à une vision qu'on espère de plus en plus préventive et présenter ça comme une opportunité aussi pour les collaborateurs et les collaboratrices. Suite à ça, dans les années 2000, il y avait un peu l'idée qu'on donnait du coaching pour que les gens changent. Donc c'était un peu, je vais faire mon parcours de coaching parce que mon patron m'a dit qu'il fallait absolument que je change sur telle et telle dimension. Ensuite, dans la dernière décennie, ce qu'on a vu de plus en plus apparaître, et vous avez dû lire des tonnes d'articles là-dessus, mais c'est ce terme de leader coach, de manager coach. On met plein de choses derrière, donc c'est vrai que nous, ce qui est important pour nous de partager, c'est le fait qu'un manager coach, c'est pas quelqu'un qui devient coach. Il y a des formations, on en parlera juste après, de comment la profession s'autorégule, mais il y a vraiment cette notion de dire comment est-ce que certaines compétences du coaching peuvent vraiment venir aider les managers à être plus à l'aise dans leur pratique de management, être plus à l'aise avec leurs équipes, et on partagera lesquelles tout à l'heure. Et enfin, aujourd'hui, l'ambition, c'est vraiment de réussir à développer la culture du coaching en interne. Il y a plein de bénéfices à cela, sur lesquels on reviendra. Mais voilà, vous voyez, c'est assez intéressant l'évolution. Et maintenant, le but, c'est vraiment de se dire, le coaching va vraiment être une modalité qui va aider à développer les collaborateurs et les collaboratrices un maximum dans l'entreprise. Tout à fait, merci Lorraine. Et effectivement, on a tendance, depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années, à entendre de plus en plus le mot de coach. Coach en quelque chose. Coach sportif, coach en nutrition, coach agile, coach professionnel. Et il y a tellement de choses qu'il y a eu une décision concertée de réguler le métier, de définir un cadre et une charte de la profession pour que le coaching professionnel soit reconnu comme un métier en tant que tel, avec des compétences propres, des formations propres. Bref, un cadre qui lui est propre et désigné. Quand on parle de coach professionnel, on parle vraiment de quelque chose qui est écrit, qui est validé et qui est surtout régulé par des organismes internationaux. Donc depuis 2011, c'est une profession qui est autorégulée et qui a été inscrite comme telle par les compétences européennes qui en avaient l'autorité. Et puis, il y a des associations et des fédérations qui régulent le métier en matière de formation. Quelles sont les formations qui permettent d'accéder aux compétences qui permettent de devenir coach professionnel? Quelles sont les compétences qui permettent aux personnes de pouvoir se prétendre coach professionnel? Et puis, bien entendu, quelles sont les chartes et les cadres déontologiques de ce métier? Parce que c'est un métier, comme on l'a vu, qui peut être assez proche en matière de modalités, de processus avec de la thérapie. Donc, on va aller creuser quand même des points importants chez les personnes, des points qui peuvent être durs. Donc, comment est-ce qu'on protège les gens? Comment est-ce qu'on protège le métier? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne dépasse pas certaines limites, d'où ce cadre déontologique qui est fixé par différentes associations. On vous a mis les plus importantes ici, mais il y en a de plus en plus qui se développent et qui permettent justement d'avoir quelque chose de régulé, de propre et de reconnu à l'échelle internationale. Mais justement, cette charte, ce cadre, comment ça se manifeste en entreprise, c'est ce qu'on va voir. C'est assez régulé, assez structuré. Déjà, il y a un processus cadre, il y a un cadre, il y a quelque chose qui définit les limites et les bordures que l'on ne peut pas dépasser. Ce qu'a présenté Lorraine tout à l'heure, ça participe de ce cadre. Qu'est-ce que c'est que le coaching? Qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble et qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller explorer? Et qu'est-ce qu'il est important de garder en tête que
il faut compléter ça par d'autres mesures, d'autres accompagnements, d'autres ressources, d'autres choses. Typiquement, puisqu'on parle de limites, des cas tels que, je dis n'importe quoi, mais une dépression, un burn-out, quelque chose comme ça, le coaching ne va pas pouvoir permettre d'y apporter une solution complète. Ça peut aider à accompagner sur les notions de bien-être, mais on ne va pas pouvoir sortir la personne de son burn-out juste avec du coaching. Il y a besoin d'un accompagnement complémentaire. Donc c'est définir ce genre de limites. Autre limite que l'on peut définir, dans le cadre de la déontologie, il y a cette notion de confidentialité. Pour permettre à l'alliance coach-coaché de se créer, il est important que l'espace de coaching soit sécurisant. Et pour qu'il puisse être sécurisant, il faut que la personne accepte de se livrer. Et pour qu'elle accepte de se livrer, il est important qu'elle sache, qu'elle ait conscience que les informations qui sont partagées avec le coach ou la coach restent dans cette sphère, dans ce cadre, qu'elles ne vont pas être à les répéter au RH ou au manager ou à l'équipe. Non, parce que ça concerne ma vision, ma perspective et moi. Le résultat va concerner l'organisation, mais le cheminement ne me concerne que moi. Et c'est comme ça que l'on va arriver à créer cette atmosphère de confiance où la personne va pouvoir évoluer et progresser. Très important, l'impact organisationnel avec ce qu'on va appeler la relation tripartite. Parce que le coach, certes, ou la coach qui est là, elle est en train d'accompagner une personne d'une organisation. L'organisation paye pour ça. Il faut bien que l'organisation puisse obtenir quelque chose derrière. Et donc, ce que va obtenir l'organisation, c'est à travers la relation tripartite que ça va être défini. Parce que cette relation tripartite va permettre de donner les indices, les éléments, les indicateurs sur le système dans son ensemble qu'il faut garder en tête dans le cadre de ce coaching. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce coaching? Quels sont les objectifs qu'il y a derrière? Où est-ce que l'organisation veut aller? Quelle est la stratégie qu'il y a derrière? Pour que le coach ou la coach comprenne aussi ce contexte et puisse, du coup, accompagner la personne, guider son introspection en ayant ces éléments en tête. Voilà. Il y a un peu plein de choses. On ne va pas repasser en détail sur tout. Si vous avez des questions, on va pouvoir y revenir par la suite. Quelques mots sur la posture du coach. Le premier mot qui apparaît, c'est maïeutique, et ça révèle bien le rôle justement du coach, qui est vraiment de se dire comment est-ce que je vais accompagner le participant, la participante, pour faire émerger ses propres solutions, ses propres réponses, en se disant qu'à travers un questionnement puissant qui va aider le coaché à aller chercher un peu plus loin, à aller chercher en lui ses ressources, essayer de comprendre d'où viennent les croyances limitantes qu'il peut avoir par rapport à un sujet précis, ça va l'aider à vraiment trouver de nouvelles solutions par rapport à sa problématique. La présence, c'est un point très important. C'est vraiment l'idée que le coach va être présent dans l'ici et maintenant, se détacher de ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer pleinement sur son coaché et être vraiment pleinement disponible pour lui ou pour elle. Et c'est complètement lié aussi à la notion d'écoute. Le coach, son rôle, ça va être vraiment de faire preuve d'écoute active. L'écoute aussi, bien sûr, de ce qu'il entend, mais pas seulement aussi de ce qu'il ressent. Donc il y a aussi une notion de connexion aux émotions qui est très importante. Et en se connectant lui-même à ses émotions, il va vraiment pouvoir aussi déjà faire un miroir avec le coaché et puis inviter le coaché à se connecter plus à ses émotions, ce qui est quand même un sujet en entreprise qu'on n'ose pas forcément faire, mais quand on a un cadre comme celui qu'a présenté Omar juste avant, de sécurité, ça va vraiment faciliter les choses. La notion de boîte à outils, le coach, il est là avec ce qu'il est et le questionnement, etc. Mais c'est vrai que parfois, proposer par exemple des outils psychométriques, proposer des contenus théoriques, ça va vraiment permettre d'enrichir le parcours du coaché. Donc le coach peut aussi s'appuyer là-dessus. Et enfin, c'est un état d'esprit. Et vraiment, le coach, son rôle, ça va être de se dire, son état d'esprit, c'est de se dire que la personne en face de lui ou en face d'elle a vraiment toutes les ressources pour arriver à dépasser la problématique qui est amenée. Et donc, c'est aussi faire confiance et voilà, partager de l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas évident dans le cadre de l'entreprise. Et à un moment, avoir quelqu'un avec une posture basse qui nous permet de faire tout ça, c'est extrêmement enrichissant. Les nouvelles tendances. Donc ça... Oui, j'y vais, très bien. Les nouvelles tendances, effectivement, parce que le coaching, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, comme on l'a vu dans les slides, mais on voit de plus en plus de nouvelles choses émerger au sein du coaching. Et la première chose, c'est un petit peu le titre de notre présentation, c'est ce fameux coaching digital. Quelque chose qui se développe de plus en plus, qu'on a vu en France déjà depuis 2015, depuis quelques années. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, coaching digital? Parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs idées reçues qu'on peut avoir. La première, c'est de se dire, dès lors qu'on fait du coaching en visio, avec un Zoom, avec un Skype, c'est bon, c'est du coaching digital. En fait, non, pas complètement. C'est la première étape, c'est une condition nécessaire qui est là-bas, mais pas suffisante. Donc, c'est une condition qui permet effectivement
gagner en flexibilité. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller rencontrer la personne, notre client. On peut rester chez soi, enchaîner plusieurs séances, gagner en logistique, optimisation donc. Mais ce qu'on va appeler coaching digital, c'est qu'on va catalyser cela à l'aide d'une plateforme digitale qui va justement permettre d'accompagner l'ensemble de l'expérience utilisateur coaché. Et cette expérience utilisateur coaché, elle commence dès lors que je rentre dans le parcours, dès lors que je découvre ce que c'est que le coaching, dès lors que je vais devoir choisir mon coach, dès lors que je vais pouvoir avoir accès à des contenus complémentaires, que ce soit des micro-learning, que ce soit des vidéos, des choses comme ça. Bref, le parcours du coaché est complètement revu et revisité à travers une expérience digitale, et c'est ce qu'on va appeler le coaching digital. On va garder la relation unilatérale coach-coaché, ou une à plusieurs si on fait du coaching collectif, bien entendu, mais le plus, c'est que tout le processus du coaching, toutes les relations, les contacts, les points d'appui, les outils vont être centralisés dans une plateforme digitale qui va permettre de catalyser ce processus et de le fluidifier et surtout de pouvoir scalabiliser tout ça, c'est-à-dire passer à l'échelle, passer sur des grands volumes parce qu'avec une plateforme digitale, c'est beaucoup plus facile de coacher 300 personnes dans son organisation plutôt que juste 5 personnes avec un seul coach qu'on a ou un petit pool de coachs de 5-6 coachs que l'on peut avoir. Alors, justement, qu'est-ce que ça permet? J'ai déjà dit pas mal de choses. Ça permet déjà de collecter des informations et des données. On va pouvoir mesurer le progrès. On va pouvoir savoir quelle est la perspective de chacune des parties prenantes dans le coaching sur là où on est la personne au temps T0, là où on est la personne au temps T à la fin du coaching, et se dire, OK, ça veut dire que la personne, a priori, avec les éléments qu'on a, pu progresser de tant de pourcents sur sa résilience, sur sa communication, sur ce genre de choses. Il y a aussi une notion de facilité de mise en place. Par exemple, on voit très bien, et Lorraine en parlera tout à l'heure, que la formation, quand elle est complémentée avec du coaching, les effets de déperdition de l'information sont réduits. Et c'est tellement plus facile d'organiser un programme de coaching d'ancrage post-formation avec une modalité comme ça, parce qu'en général, quand on a des formations, on a des grandes cohortes, 300, 400 personnes. Une modalité digitale, ça permet de brancher ça tout de suite après et d'ancrer dans la durée les apprentissages qui sont liés à la formation en s'affranchissant de la courbe de Loubry, la fameuse courbe d'Ebbinghaus, justement. Puis, ça permet bien sûr de passer à l'échelle, d'avoir des gens dans notre organisation internationale qui se font coacher un peu partout, tout en centralisant la gestion de ces programmes. Par exemple, je suis une entreprise multinationale dont le centre est en France, mais j'ai aussi des collaborateurs en Roumanie, j'ai des collaborateurs en Argentine et des collaborateurs au Japon. Avoir une plateforme qui centralise tout ça, qui permet de gérer, moi, à Paris, l'ensemble des éléments, c'est quand même vachement facilitant. Et puis, le fait de garantir ce passage à l'échelle, ça permet une réduction des coûts. Donc, par rapport à du coaching traditionnel qui se veut relativement cher, ça vient apporter une autre solution, un peu moins onéreuse. Ça ne vient pas remplacer le coaching traditionnel, c'est très important, ça vient compléter, ça vient répondre à d'autres besoins, notamment quand on veut répondre à une problématique de masse et répondre à justement des programmes qui vont inclure des cinquantaines ou des centaines de personnes. Je vais dire juste 2 mots là-dessus, parce que je vois aussi l'heure tourner, on voudrait que vous ayez le temps de poser vos questions. C'est juste le fait qu'aujourd'hui, on est sur Learning Technologies, il y a plein d'initiatives formidables dans la formation, évidemment. Nous, ce qu'on vient faire souvent en coaching, c'est venir ancrer, comme le disait Omar, les apprentissages. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissages cognitifs qui se font, et après, par exemple, les managers retournent dans leur quotidien, et c'est pas évident de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris dans la formation. Le coaching, ce que ça va permettre de faire sur des formats plutôt court dans ces cas-là, c'est vraiment de se dire je vais revenir dans ma séance de coaching en venant avec des situations concrètes dans lesquelles j'ai eu du mal à ancrer ce que j'ai appris en formation, et grâce au questionnement du coach, essayer de trouver justement des solutions pour réussir à vraiment passer à l'action, notamment dans des entreprises qui veulent développer, par exemple, diffuser leur modèle de leadership. Parfois, c'est pas évident théoriquement, on comprend les compétences, mais c'est pas facile de les mettre en œuvre. J'avance un petit peu là-dessus parce qu'on voulait quand même vous partager un autre sujet important, c'est sur quel enjeu RH concrètement le coaching peut être intéressant. Nous, on intervient sur 6 grands domaines. Le premier, c'est l'accompagnement au changement. Concrètement, quand il y a des crises en interne, quand il y a des réorganisations, peut-être des fusions, des acquisitions, etc. C'est vraiment, là, le coaching va aider les collaborateurs et les collaboratrices à traverser ces temps qui ne sont pas évidents et qui viennent de plus en plus à répétition, vu tout ce qu'on est en train de vivre ces dernières années.
La deuxième dimension, c'est le développement des talents et des leaders. On intervient beaucoup sur des programmes talents. Souvent, il y a plein de modalités qui sont très intéressantes. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est proposer par exemple du coaching de développement pour que les talents puissent vraiment travailler sur eux. Comment est-ce qu'ils se projettent demain dans l'organisation en tant que leader et comment est-ce qu'on les accompagne aussi à prévoir leur trajectoire, leur carrière au sein de l'organisation. Ça fait lien notamment avec cette notion de carrière et de mobilité. Comment je peux me projeter sur la prochaine étape? Comment est-ce que je peux aussi être accompagnée quand je prends en main un nouveau poste? C'est pas toujours évident, ce temps de la prise de poste, et le coaching peut être extrêmement aidant à ce moment-là. Évidemment, le sujet de la transformation managériale, on est extrêmement sollicité là-dessus. Voilà, se dire comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à accompagner mes équipes en mode hybride, comment est-ce que j'arrive à intégrer cette posture de manager-coach dont on parlait un petit peu plus tôt, etc. etc. Donc là, les entreprises nous sollicitent beaucoup là-dessus. Et il y a deux autres sujets, diversité et inclusion. On est très sollicité sur des sujets, par exemple, de leadership féminin. Comment est-ce qu'on construit des programmes qui vont aider les talents féminins à briser le plafond de verre en entreprise? Comment est-ce qu'on arrive plus largement d'ailleurs à créer une culture de l'inclusion au sein des organisations? Et enfin, le sujet du bien-être et de la résilience, en ayant en tête toujours aussi le fait que nous, on n'intervient pas sur des cas de burn-out, etc. En revanche, on peut vraiment intervenir sur comment est-ce qu'on développe le sens au sein de notre métier, comment on développe le bien-être, l'équilibre de vie pro-perso aussi, soit en s'intégrant à des programmes existants, soit en se disant c'est la brique coaching qu'on va mettre en avant. Et quelques mots pour finir sur CoachHub, puisque je pense qu'on va aller là-dessus. Donc quelques mots juste donc sur l'entreprise pour laquelle on travaille. On vous disait qu'on fait partie du Coaching Lab. CoachHub, c'est une entreprise allemande qui a été fondée il y a 3 ans, qui a grossi très vite, puisqu'ils ont levé 130 millions de dollars en 3 ans, et du coup qui se développe partout, donc à l'échelle mondiale. Donc ça permet d'avoir à la fois une communauté de coachs de plus de 3000 coachs partout dans le monde, si on veut déployer des programmes à grande échelle. Plus de 700 employés aussi, présents dans différents pays, donc avec un vrai relais local, et un accompagnement en coaching digital, comme on vous l'a présenté aujourd'hui. Et on serait ravis, effectivement, de vous en dire un petit peu plus sur tout ça. Mais sur les minutes qui nous restent, on aimerait beaucoup prendre vos questions. Merci en tout cas beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup. Une question? On a 5 minutes. On a le temps de 1 ou 2 questions, sinon j'en ai. Mais... Est-ce que vous vous intéressez au public aussi, à coacher un public de conseillers, c'est-à-dire niveau conseiller, je pense aux conseillers en relation client, donc qui sont dans leur centre d'appel et qui reçoivent des formations en présence ou à distance, mais c'est vrai que la difficulté, c'est de l'ancrage dans le temps. Absolument, donc c'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus aujourd'hui, mais vraiment la mission que fixe CoachHub, c'est de travailler sur la démocratisation du coaching. Jusqu'ici, le coaching, c'était souvent réservé au top management, et là, l'idée, c'est vraiment de se dire tout le monde pourrait en bénéficier à tous les niveaux de l'organisation et sur les différentes fonctions. En l'occurrence, là, dans le cas que vous citez, évidemment, on peut intervenir. Après, on est très clair sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. On ne va pas être sur les hard skills et vraiment la méthodologie d'appel, mais vraiment beaucoup plus sur se dire comment est-ce que je développe mon écoute auprès des clients. Comment est-ce que je développe une posture où je vais être plus en conseil et proposer la bonne approche? Et dans ces cas-là, on revient exactement au cas qu'on présentait, de se dire il y a des formations qui permettent de présenter toutes les compétences et derrière, nous, on vient plus en ancrage pour voir sur des cas clients très, très concrets qu'ils ont pu vivre au quotidien, comment est-ce que le coaching peut les aider à passer à l'étape suivante. Donc oui, la réponse est oui en un mot. La réponse est oui. Et même pour compléter, chez CoachHub, l'ensemble des collaborateurs, du stagiaire jusqu'au CEO, se font coacher. Donc si on applique ce modèle à notre organisation, il serait dommage de ne pas en faire bénéficier les autres. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Juste une question. Par rapport au nombre de coachs que vous avez, 3500, c'est beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une offre qui a explosé sur le nombre de coachs. On a l'impression qu'une personne sur 2 qui se réoriente professionnellement, ou elle va devenir décorateur ou décoratrice d'intérieur, ou elle va être coach. Comment vous faites, vous, pour garantir la légitimité de vos coachs et de manière plus générale, d'un point de vue national, peut-être international? Vous avez parlé depuis 2011, c'est régulé, soit. Moi, j'observe que ça explose vraiment depuis 2015-2016, le nombre de coachs. Comment est-ce qu'on peut garantir que le coach qui va être contacté a les qualités requises? Très bien.
Très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée, effectivement. Alors, il faut savoir qu'on a un processus de recrutement de nos coachs. On a un réseau de coachs partenaires, ce ne sont pas nos salariés, ce sont nos partenaires. Mais pour pouvoir travailler avec nous, il y a certaines conditions qu'il faut qu'ils remplissent. Déjà, la première condition, la plus importante, c'est le nombre d'heures de coaching. Pour l'instant, après à voir comment on évolue demain, mais pour l'instant, on essaye de se limiter aux personnes qui ont au moins 500 heures de coaching, soit l'équivalent d'un niveau PCC chez ICF, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc c'est la base déjà pour s'assurer que ces personnes sont certifiées chez ICF, chez l'EMCC, etc. Ce qui est déjà gage d'un niveau de compétence, d'un suivi de formation, je vais y arriver, supervision régulière, donc déjà une propreté de la pratique qui nous permet de nous assurer de la qualité de ce que l'on va délivrer. Premier élément. Deuxième élément, parce que ça ne nous dit pas tout finalement ça. Avoir une preuve externe, ça ne nous dit pas tout, on a besoin d'une preuve interne. Donc on fait passer des entretiens à ces coachs, et ces entretiens, on les fait passer par des coachs. On vérifie leurs compétences de coaching en leur faisant passer des flash coaching pour s'assurer que ce qu'ils font, ça reste en accord avec la philosophie de coaching que l'on veut, avec les approches de coaching qu'on veut pousser. On ne veut pas pousser toutes les approches de coaching. Comme l'a dit Lorraine au début, on essaye de se baser sur la science qui est démontrée, etc. Donc on ne va pas aller chercher d'autres compétences qui ne sont pas forcément démontrées. On ne dit pas que ce n'est pas bien, on dit juste que ce n'est pas nous. Donc c'est avec toutes ces différentes étapes, ce processus de recrutement, cette analyse fine de ce que font les coachs, de ce qu'ils proposent, et bien sûr, grâce à des processus et des outils de développement continu, on a une sorte de coaching academy pour nos coachs. On s'assure que ce que l'on délivre à nos clients et les coachs que l'on contacte et qui sont avec nous sont des coachs de qualité. Est-ce que ça répond à la question? Merci à vous. Merci, on les applaudit très très fort. Merci beaucoup. Merci encore. Pour ceux-